Pour Content édition 2022, Stéphane Naudin, bonjour. Société Saoti, Stéphane, vous êtes directeur commercial et directeur du marketing de Saoti. Je ne sais pas si on doit encore présenter Saoti parce que finalement c'est une vieille société, mais c'est une société toute jeune. C'est un peu paradoxal, un peu antinomique que de dire ça. Vous avez été créé en quelle année ? En 2009. 2009, donc une jeune adolescente en fait, ou une jeune adulte. Oui, une jeune adulte. Absolument, donc effectivement on n'est pas très vieux parce qu'on a 13 ans d'âge, donc effectivement on reste une jeune société, mais néanmoins dans le paysage des gens qui s'intéressent à l'audio digital. Vous êtes un acteur innovant. On est finalement un acteur innovant et qui a pas mal de bouteilles, puisque effectivement la plupart des gens qui produisent aujourd'hui et qui s'intéressent aux technologies qui permettent de propulser de l'audio digital dans l'environnement numérique, finalement ce sont des gens qui sont nés il y a 2 ou 3 ans. Voilà, donc vous êtes spécialiste de l'audio digital, vous accompagnez les marques, vous accompagnez les médias, vous accompagnez les collectivités. Absolument. Vous accompagnez le secteur de l'éducation, vous faites du podcast, on va y revenir parce que c'est un petit peu le cœur du dispositif. Et le podcast, on en parle évidemment de plus en plus. Alors aujourd'hui, on se pose encore la question de savoir si c'est pertinent d'aller sur une plateforme particulière pour aller chercher du podcast, comment retrouver les bons podcasts, comment les écouter facilement. Vous êtes un peu au cœur de ce dispositif-là. Alors on est complètement au carrefour de tous ces grands questionnements, à la fois en termes de fourniture de technologie, où effectivement il est important de disposer d'outils qui permettent de distribuer l'ensemble de ces contenus sur les plateformes audio grand public par exemple, Deezer, Spotify, Apple Podcast, bien entendu, sur tout type de dispositifs digitaux et mobiles, et y compris répondre à des usages qui sont en vogue, par exemple être capable de s'interfacer avec les environnements automobiles. Puisque la consommation c'est un enjeu qui est absolument essentiel, donc on répond à toutes ces grandes questions-là. La question de la monétisation pour les médias également, ça c'est un vrai sujet, donc là aussi on propose des outils qui permettent de faciliter et de faire croître la monétisation. Et puis par ailleurs, il y a effectivement des enjeux de découvrabilité, puisqu'il y a énormément de production, il y a un engouement pour le podcast aujourd'hui qui est très fort, et il y a beaucoup de production, il y a un peu d'ailleurs à boire et à manger, on trouve un peu de tout, et si on veut émerger dans ce magma, et bien effectivement, il faut à la fois des outils et un vrai plan de communication et un vrai travail de fond finalement avec des médias online ou des sites vecteurs d'audience. Quelles sont les clés aujourd'hui pour monétiser un podcast ? Alors en fait, il y a pas mal de tentatives. Tous les médias aujourd'hui travaillent beaucoup la question. Évidemment, les acteurs de la publicité ont investi le secteur, mais on s'aperçoit que la publicité programmatique, par exemple, c'est pas forcément la panacée, ne serait-ce que parce que c'est un média en fait qui induit de la proximité et une intimité forte avec ses auditeurs. Il y a un engagement des auditeurs qui est assez fort. Du coup, la publicité traditionnelle, qui n'est pas contextualisée, ou en tout cas pas suffisamment, elle est pas très bien perçue. Elle est perçue de manière un petit peu intrusive, un peu trop. Et pour le coup, on voit que ce qui marche le mieux, c'est plutôt quand une marque s'associe à un contenu et qu'il y a un vrai partage de valeurs, une vraie adéquation entre ce que porte la marque, ce qu'elle raconte, son histoire, sa culture et le contenu lui-même. Et donc pour le coup, là, il y a quand même des combos gagnants qui font qu'on arrive à monétiser, enfin en tout cas nos clients arrivent à monétiser dans de bonnes conditions leur contenu, mais ça demande un travail assez fin. Il faut trouver les bonnes portes d'entrée sans pour autant faire en sorte que cette pub soit intrusive, parce qu'effectivement quand on écoute un podcast, quand la pub émerge comme ça, on a le sentiment, premier sentiment, le premier réflexe que l'on a, c'est que l'on est agressé quelque part. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que dans la mesure où vous avez quand même un taux d'attention qui est quand même très fort, parce qu'on écoute un podcast, on est proactif d'une part, et ensuite on est dans le domaine de l'audio, et donc effectivement il y a une dimension immersive qui est assez forte. Donc effectivement tous les parasites sont d'autant plus gênants et redoutés, et du coup d'ailleurs il y a un dicton qui était assez drôle et je trouve qu'il s'applique pas mal au podcast, qui disait finalement il y a pire que la publicité, il y a la publicité à la radio. Dans le podcast c'est encore pire. C'est encore pire. Donc du coup, alors j'exagère parce qu'en fait il y a quand même des stratégies quand on travaille assez finement sur la contextualisation, on peut faire des choses intéressantes avec de la pub, mais globalement c'est vrai que le sponsoring
d'une manière ou d'une autre, hein, que ce soit une marque qui s'associe à un contenu existant ou que ce soit une marque qui décide de produire un contenu qui a du sens et qui va proposer une narration sur son histoire et ses valeurs beaucoup plus que pousser ses propres produits et son propre nom. Là, pour le coup, on arrive à des choses intéressantes et effectivement des monétisations qui ont pas mal de sens, quoi. Cette monétisation donc, qui doit être maîtrisée, Alain le disait très justement dans un podcast, on n'a pas forcément envie d'entendre cette pub. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste quand même assez présent. Est-ce que vous avez un exemple, par exemple, d'un endroit où placer une pub dans un podcast? Qu'est-ce que ça doit être au milieu, à la fin, au début? Ou est-ce que simplement on le présente comme le partenaire peut-être aussi de cette production-là? En fait, quand on est dans une logique de sponsoring, on a effectivement on est plutôt dans une logique où le narrateur lui-même, hein, d'ailleurs, hein, le journaliste ou celui qui tient le micro finalement va annoncer le nom du partenaire dans sa voix. Ce qui d'ailleurs permet aussi une fluidité un petit peu sans couture du identifier discours, aussi la marque. Et l'incarnation est très forte. L'incarnation par l'animateur est plus pertinente. Absolument. Et beaucoup moins intrusive et beaucoup moins agressive. Absolument. Et comme le taux de mémorisation est quand même assez élevé, hein, parce qu'on dit que globalement le taux d'attention en matière d'audio, il est quand même presque 5 fois supérieur à ce qu'on peut trouver sur d'autres formats. Effectivement, le nom de la marque reste. Et ça, finalement, c'est quand même le but, quoi. Et la durée des podcasts que vous fabriquez? C'est très variable. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que 40% des podcasts qui sont écoutés, hein, dans le paysage global, hein, durent entre 10 et 15 minutes. Et il y a une trentaine de pourcents, je crois, de 32% qui sont entre 20 et 30 minutes, en gros. Donc on voit bien que ce sont des formats, en gros, entre 10 et 30 minutes. On est dans des formats... Il faut quand même avoir le temps de raconter les choses. Il faut avoir à la fois le temps et répondre aussi à des impératifs qui sont que finalement les gens aussi sont très occupés par ailleurs, très sollicités, sursollicités par beaucoup de supports, par beaucoup d'informations. Et donc on consomme de l'audio, pas mal dans les transports, hein, typiquement. Hein, d'où le format roi dont on dit souvent que c'est 15 oui, ça reste minutes. nomade, bien sûr. Et donc ça répond à ça. Après, après il y a quelques exceptions. Il y a des podcasts qui durent plus d'1 heure, qui ont beaucoup de succès, mais on est plutôt dans une logique de série. Dans une logique fictionnelle. Avec de la production, une production beaucoup plus riche. Tout à fait étoffée, assez riche. Une scénarisation extrêmement importante, du sound design très travaillé. Et là, pour le coup, mais on répond à d'autres aspirations. On est dans le divertissement, mais en pourcentage, Alain parlait de formats qui varient. C'est vrai que ça peut aller de 10 minutes à 1 heure. Il y a une notion aussi qu'on retrouve aussi chez Saouty pour ce stockage qui varie, c'est le cloud qui vous permet d'être plus ou moins en facilité à stocker tous ces podcasts. Comment marche le cloud? Et puis aussi cette notion de marque blanche, de 100% blanche sur la production. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Alors, sur la dimension cloud, ça c'est notre métier de départ. C'est-à-dire que tous les logiciels et toutes les infrastructures techniques qui sont construites chez Saouty répondent à une architecture cloud qu'on opère nous-mêmes et tous nos outils sont donc à la fois distribués et permettent à la fois donc évidemment de diffuser, de partager, de distribuer, un peu comme on va dire comme beaucoup de gens, mais aussi de produire. Et ça c'est beaucoup moins fréquent, c'est-à-dire qu'on propose un studio virtuel qui reprend globalement tous les éléments fonctionnels que vous retrouvez dans un studio de radio. Qui s'appelle Saouty Creative. Alors Saouty Creative, c'est la partie éditoriale et créative. Ça s'appelle Saouty et ce sont les outils. Alors vous avez différentes plateformes, il y a Octopus, il y a le Live Maker, il y a le Podcast Maker. Et effectivement, ce sont des outils dématérialisés, y compris pour la partie production, et qui vous permettent depuis un navigateur web, avec une bonne connexion Internet, de produire des émissions, y compris en live. Tout d'un coup, c'est pas seulement du podcast, ça peut être potentiellement plus ambitieux et proposer donc du live. Et avec tout ce que vous retrouvez dans un studio de radio, un cartouchier, une médiathèque, un insert téléphonique, un micro d'ordre, etc. Et on peut animer cette même émission de radio. Vous êtes à Toulouse, je suis à Paris, vous êtes à New York, on se connecte tous dans le studio virtuel. Et avec une qualité de son optimale. Il faut garder un matériel de captation évidemment correct, des micros, des casques, etc. Mais le reste... Il faut qu'il y ait un traitement de son pour que le son soit absolument à l'étal partout, quoi. Voilà, absolument. Et moyennant quoi, vous pouvez produire de cette manière-là. Génial. Pendant le confinement, on a fait des émissions pour Orange, par exemple. Vous avez un réalisateur à l'île d'Oléron,
le reste des intervenants répartis partout en Europe. Et tout le monde se retrouvait dans le studio pour se réunir et débattre dans le cadre d'émissions un peu spécifiques. Stéphane, sur cette édition All for Content 2022, une innovation pour Saoti à présenter? Écoutez, deux. Ouais, allons-y. Soyons généreux. Allez, soyons généreux. Alors, une de type, on va dire, plus organisationnel et de repositionnement. Il y a la dimension. Donc, on a une agence éditoriale qui existe depuis quasiment 10 ans maintenant et qui accompagne nos clients qui préfèrent externaliser la production à partir de leurs matières premières. On va venir étendre le champ éditorial notamment. Et là, on l'étend en intégrant une dimension créative un peu plus poussée pour répondre aux aspirations des marques qui ont besoin, au-delà d'un savoir-faire éditorial avéré, aussi de rêver, de faire rêver leur écosystème. Et on introduit là d'autres types de compétences qui viennent compléter les compétences existantes. Puis la deuxième innovation, ça c'est technique, c'est effectivement notre SDK mobile qui permet d'intégrer l'audio dans un environnement mobile, dans les applis mobiles, de rendre les applications mobiles compatibles avec CarPlay, Android Auto, pour répondre à un usage de consommation de podcast dans la voiture. Dans la et le tout étant motorisé par la même plateforme unique, c'est-à-dire que toutes les audiences sont consolidées, y compris celle-ci. C'est-à-dire que vous récupérez vos audiences de Deezer, vous récupérez vos audiences d'Apple Podcast, de celles de tous les sites sur lesquels vous avez disposé vos players, et y compris ceux qui tournent sur les applis mobiles que vous avez intégrés dans l'appli mobile de tel ou tel média ou telle entreprise. Quand on aide sur le champ éditorial les entreprises, vous le précisez, c'est parce que parfois aussi, que ce soit de la distribution à la construction, les marques ne sont pas forcément entièrement autonomes. Et c'est là aussi où votre rôle rentre en jeu finalement chez Saoti. Oui, absolument. Elles ne le sont pas toujours. D'ailleurs, elles ne peuvent pas tout faire. Bien sûr. De la com des grands groupes, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont effectivement une vraie réflexion autour de l'intégration et l'exploitation du format audio pour raconter des histoires à leur écosystème, et en même temps elles ne savent pas forcément par quel bout prendre le sujet, comment est-ce que ça va s'articuler avec les autres outils de communication existants, est-ce que ça a du sens de le faire, c'est pas toujours le cas, parfois la réponse est non, mais en revanche quand elles décident d'y aller et que la stratégie est claire, alors pour le coup elles ont besoin souvent d'être accompagnées à la fois sur le plan de la production éditoriale, créative, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter, à qui on va le raconter, et où est-ce qu'on va rencontrer finalement les cibles visées. Et c'est là où il y a un travail qui est assez fin à mener en amont des projets, et qu'il faut ensuite dérouler et que la feuille de route permette effectivement de toucher son audience là où elle se trouve, c'est-à-dire sur effectivement une multiplicité de dispositifs digitaux. Je vois que vous avez encore plein de ressources, plein de projets, c'est génial. Stéphane Naudin, Saoti, merci d'être venu merci infiniment aujourd'hui sur ce plateau. Ça marche, très bien, merci beaucoup. Au plaisir. Merci, au revoir.